An der heutiger Episode hun ihre Gespräch ma Mireille Doni, enger Psychomotorikerin mat enger besonsche Expertise am Bereich vun der Adoption. Sie ist beim Rote Kreuz engagiert. Kommt mat wie mir der Mireille ihre Weh an Psychomotorik entdecken, e Bereich de Bewegung, Kreativität an Psychologie op eng Schema näher kombiniert. Wir werden gewur gehen, wat sie inspiriert huet, ihr Karriere der Unterstützung vu Kanner an ihre neue Familien zu widmen, an wie hier Arbeit hilft, sicher Bindungen an emotional stärkt zu fördern. E paar von den Fragen, die wir heute beantworten, wie können Techniken von der psychomotorischer Therapie helfen, Bindungen zwischen adoptierte Kanner an ihre neue Familien aufzubauen und zu stärken, was für Herausforderungen stehen adoptierte Kanner gegenüber, und wie können Eltern emotional und psychologisch Besoin am besten unterstützen. Viel Spaß beim Lauschen. Bonjour Mireille Doni. Bonjour. Donc, je suis curieuse de connaître votre parcours et ce qui vous a amené à devenir psychomotricienne travaillant dans le domaine de l'adoption. Alors, c'est un peu les hasards de la vie. Alors, psychomotricienne, je suis devenue psychomotricienne parce que j'ai trouvé que ce métier me correspondait tout à fait. C'est un métier qui permet de travailler avec les gens, ce que j'avais envie de faire. C'est un métier qui permet de bouger. C'est un métier qui permet d'être créatif, de créer des jeux, de créer des choses, et d'accompagner. Donc, moi qui aimais tout ce qui était sportif, la danse et tout ça, mais qui était intéressée par la psychologie, ça regroupait bien mes centres d'intérêt. Et donc, quand j'ai pris connaissance de ce métier, je me suis dit, mais ça, c'est vraiment pour toi. J'ai pas eu de doute et mes études ont confirmé vraiment que j'étais dans la voie qui me correspondait. Donc, j'ai fait des études en France pendant 3 ans, et puis j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans un service pour enfants porteurs de handicap, des tout petits porteurs de handicap sensoriel, visuel ou auditif. Et puis j'ai également travaillé dans un centre pour enfants en difficulté scolaire, et j'ai travaillé quelques années dans une pouponnière en France. Ça a été vraiment une part très intéressante pour moi au niveau du travail, parce que c'était parallèlement où je commençais à interagir, à collaborer avec la maison de l'adoption, qui m'avait contactée parce que je travaillais un petit peu à Luxembourg pour un projet d'atelier parents-enfants, qui était dans l'idée de favoriser le lien d'attachement. Et donc elle m'avait contactée, elle cherchait des intervenants psychocorporels pour créer des binômes, psychologues, psychomotriciennes, pour ces ateliers. Nous avons été formés par des Québécoises qui avaient elles-mêmes monté ces ateliers. Armande Beaulieu et Louise Autier, elles sont venues nous former à Luxembourg. Et donc on a monté notre propre projet sur la base de leur formation, et nous avons créé les ateliers Hop la Bones. C'est des ateliers proposés aux parents pour favoriser le lien d'attachement. C'était des ateliers de 2 heures, il y avait 9 ateliers. Il y avait toute une construction autour de préparation de l'accueil de l'enfant, accueillir l'enfant, l'accompagner dans les différentes étapes. Voilà. Et donc, c'était un très beau projet. Quand elles m'ont contacté, mes collègues de l'époque qui maintenant ont pris leur retraite, c'est Christine Stadelman et Anne-Marie Krien, j'ai vraiment été intéressée par le projet. J'ai vraiment trouvé que c'était chouette comme projet et que ça donnait une belle dynamique. Et donc, tout de suite, j'ai adhéré, tout de suite j'ai pris un peu la mesure de ce qui me manquait au niveau de mes formations. Et donc je suis allée faire un diplôme universitaire en attachement à Paris. Je me suis formée aussi à d'autres approches comme le Theraplay, qui est vraiment une approche par le jeu. Bon, et voilà, j'avais déjà pas mal de formations, j'en ai fait encore d'autres, mais disons que ces 2 formations-là m'ont beaucoup aidée pour un peu penser qu'est-ce qu'on peut proposer aux familles adoptives pour favoriser le lien d'attachement. Et puis, bien sûr, une fois que j'ai un peu été présente dans cette équipe, on s'est beaucoup formé à l'adopte-parentalité. Donc, c'est tout un concept qui a aussi été développé par une Québécoise qui s'appelle Joanne Lemieux, qui est elle-même mère adoptive, thérapeute, et qui a vraiment fait beaucoup de travail de recherche, qui s'est énormément formée et qui a emmené beaucoup de concepts, qui nous a permis de nous appuyer sur des concepts pour accompagner, pour soutenir les familles et pour qu'on y voit un peu plus clair, qu'on sache où on en est, où on va,
et reconnaître ce qui était dans la normalité adoptive, qui n'était pas comme un enfant modèle de base, comme elle les appelle, c'est-à-dire un enfant qui naît dans sa famille, dans des conditions relativement bonnes et tout ça, et qui a un parcours de vie qui sera de toute façon différent qu'un autre enfant. On n'est pas dans la pathologie, c'est pas qu'il a un problème, c'est que son expérience de vie lui donne des options, comme elle dit si bien, et qu'il faut en prendre connaissance, et qu'il faut pouvoir en tenir compte et répondre du coup aux besoins de ces options-là, en plus des besoins déjà de base de tous les enfants, bien sûr. Donc la théorie de l'attachement, c'était vraiment quelque chose qui a changé votre vue sur beaucoup de choses? Alors, je crois que la théorie de l'attachement, elle vient vraiment mettre des mots sur des choses qu'on sent beaucoup, mais qu'on n'a pas tous forcément reçues, et pas tous forcément reçues au sens le plus sécure possible. Et donc chacun de nous et chaque individu va se développer avec ce qu'il a reçu, de réponse à ses besoins quand il est enfant, et aussi va devenir un parent en fonction de ce qu'il a reçu. Et donc moi, comme tout le monde, j'ai reçu certaines choses très chouettes de mes parents, d'autres plus compliquées, et c'est OK, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils connaissaient. Et donc, moi, j'ai fait ça, et quand je me suis formée à la théorie de l'attachement, mes enfants étaient déjà préadolescents, adolescents, puisque j'ai 3 enfants, je me suis dit, ouf, il y a des choses que tu as bien fait, mais alors, il y a des choses que tu n'as pas trop bien fait. Et donc, ça a été un peu difficile de prendre cette claque, comme on dit tous un peu ici, là, quand on découvre vraiment l'attachement. Mais en même temps, c'est vraiment une force. Et après, on peut vraiment rebondir et aller vraiment dans ce sens de la réponse aux besoins en attachement des enfants, mais même des enfants grands. Puisque je vous dis, mes enfants étaient déjà adolescents et j'ai quand même changé certaines choses dans ma façon de les accompagner à partir de ça. Donc oui, ça a impacté ma vie professionnelle, mais ça a aussi impacté ma vie privée, et mes enfants aujourd'hui adultes sont très, très ravis, je crois. Ok, plongeons dans le sujet. Est-ce que vous pourriez nous introduire un peu à la psychomotricité et aussi son importance pour le développement des enfants adoptés spécifiquement, qui ont pu vivre des expériences variées avant de rejoindre leur nouvelle famille? Alors, moi, ce que j'aime bien dire et éclaircir, c'est qu'ici, on ne fait pas de la psychomotricité au sens classique des consultations qu'on peut trouver en ville, qui sont sur prescription médicale, et qui vont pour être là, bien sûr, pour accompagner le développement psychomoteur de l'enfant, pour certains troubles de la coordination graphique ou autre chose comme ça. Ici, ce n'est pas notre approche. Ici, on se sert des outils de la psychomotricité, qui sont vraiment, à mon avis, très adaptés pour construire, favoriser, sécuriser le lien d'attachement. Et donc, la grosse différence, c'est qu'ici, on ne travaille pas, on est 2 psychomotriciennes à travailler ici à la maison d'adoption, on ne travaille pas avec les enfants, on travaille avec les parents en présence des enfants. Et donc, nos interlocuteurs, ce sont les parents, et c'est eux qu'on va essayer de outiller, de soutenir, de guider, pour que leur façon d'accompagner cet enfant qui arrivait dans leur famille par adoption reçoivent les réponses les plus adaptées à leurs besoins de sécurité. Et donc, on parle plus facilement de séances psychocorporelles ici que de psychomotricité pour éviter cette confusion. Certains parents viennent dire « mais il a besoin de psychomotricité ». Alors, on essaye de réfléchir un peu, mais c'est pas l'idée de faire de la rééducation, on va dire un peu globalement comme ça ici. C'est vraiment l'idée d'utiliser ces outils de la psychomotricité. Donc, les enfants sont toujours présents? Les enfants sont toujours présents et avec leurs parents. Oui. Bien sûr, avant de démarrer ce travail-là, il y a un entretien préalable avec les parents pour bien expliquer, parce que ce sont des modalités qui ne sont pas du tout fréquentes. En général, on confie l'enfant au thérapeute chez qui il doit aller. Les parents sont à la porte ou au mieux dans la salle, mais ce n'est pas eux qui font le travail. Ou bien aussi une différence avec cette formation que j'ai suivie, le Theraplay. Dans le Theraplay, c'est le thérapeute qui fait d'abord avec l'enfant, le parent regarde et puis il reproduit le modèle. Ici, non, ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu mettre en place parce que je trouvais que ce n'était pas adapté. Ici, ce qu'on veut favoriser, c'est le lien de l'enfant vers son parent et pas du tout
le lien de l'enfant vers un thérapeute, qui viendrait interférer dans cette construction du lien, parce que la plupart du temps et la plupart des familles qu'on reçoit ici, ce sont des familles qui viennent d'accueillir leur enfant au cours des derniers mois, et donc on accompagne de façon active le processus d'attachement de la première année globalement, de la première année. Oui, donc l'attachement, c'est le mot-clé aussi pour les parents et les enfants adoptés. Et la psychomotricité, comment peut-elle contribuer à renforcer cet attachement et aussi le développement émotionnel chez les enfants qui ont déjà vécu, qui ont déjà eu un vécu, même dans le ventre? Peut-être vous pouvez expliquer aussi un peu qu'est-ce que les enfants qui vont très tôt déjà avoir une nouvelle famille, mais ils ont quand même déjà vécu beaucoup de choses. Dans la normalité adoptive, Joanne le mieux dit, ce sont des incroyables survivants. Et c'est des incroyables survivants parce qu'ils ont vécu des choses terribles pour des petits-enfants. Perdre le lien avec les personnes qui vous ont mis au monde, qui se sont occupées de vous dans les premiers mois, c'est quelque chose de terrible pour un enfant. C'est très très douloureux, c'est traumatique dans la grande majorité des cas. Et donc ces enfants, ils sont fragilisés bien sûr par leur vécu avant d'arriver dans leur famille. Et bien sûr, ils vont être aussi dans la majorité des cas pas si enclins à s'attacher nouveau aux prochains, je dirais, adultes qui veulent s'occuper d'eux. Et donc, il va falloir tisser ce lien. Un lien d'attachement, dans la biologie normale, dans toutes les familles, ça prend plusieurs mois pour se tisser. Chez un bébé qui naît dans sa famille, on considère qu'il lui faut 7, 8, 9 mois pour vraiment être attaché et montrer des signes qu'il est attaché à sa maman, à son papa. Dans la parentalité adoptive, il faut aussi plusieurs mois. Ça peut même être un peu plus que dans la parentalité biologique, en fonction du temps que l'enfant est arrivé et tout ça. Mais il faut du temps pour ça. Et donc, il faut pouvoir soutenir tout ce processus. Mais déjà, dans le ventre, c'est que la maman biologique, ce qu'elle a pensé ou les émotions qu'elle a vécues. Tout à fait. Ça peut avoir un impact sur l'enfant. Bien sûr. Pour toute sa vie aussi, non? Alors, ce sont des facteurs qui ont pu avoir une influence. Bien sûr que ces enfants, et c'est notamment ces bébés qui sont confiés à la naissance, les bébés qui sont confiés à la naissance, ils ont un vécu qui, on va dire pour une majorité aussi, c'était un vécu compliqué, puisque s'ils ont été confiés à la naissance, c'est que cette femme n'a pas pu garder son enfant et elle ne l'a pas fait par hasard. On ne confie pas son enfant par hasard. Il y a des bonnes raisons pour cette personne. Et elle n'a pas pu faire autrement, mais elle a vécu pendant ces mois de grossesse beaucoup de choses difficiles, c'est sûr, d'envisager une décision de confier son enfant. Peut-être qu'elle a vécu de la violence, peut-être qu'elle a pris des drogues, peut-être qu'il y a eu plein d'autres facteurs qui peuvent faire que cette femme, elle va en arriver à prendre cette décision-là. Et clairement, on sait que ça impacte le développement du bébé. Et donc, les bébés arrivent ils ont un vécu, même si on les adopte, en tout cas, on peut les accueillir à quelques jours de la naissance, ici à Luxembourg, ils ont un vécu. Et de toute façon, il y a une rupture. La rupture du lien sensoriel, physiologique avec la maman. Donc, l'enfant, même le bébé, enregistre ça. Il ne va pas l'enregistrer de façon consciente, mais il va l'enregistrer de façon sensorielle. Il y a des mémoires sans souvenir. Donc, si vous dites peut-être les enfants adoptés ont encore plus besoin de temps pour s'attacher, c'est quoi les défis exactement? Comment on peut s'imaginer donc un enfant? Pourquoi ils ont besoin de plus d'attachement? Oui, les défis de cet attachement. Eh bien, l'attachement sécure, c'est un lien de confiance. Un lien de confiance, je dirais, absolu. J'ai confiance en ma maman, elle a toujours été là quand j'ai besoin d'elle, elle est toujours là, elle n'a jamais disparu, j'ai confiance en mon papa, il vient me chercher. Donc c'est un lien de confiance absolu. Normalement, les enfants n'ont pas à être confrontés à cette rupture de lien de confiance absolue. Mais les enfants qui ont été abandonnés, retirés de leur famille, parce qu'il y avait des raisons pour lesquelles on a fait ça, ils ont vécu cette rupture et donc ils ont leur expérience de vie leur a appris que peut avoir des gens
qui sont là, auxquels on s'attache, et puis qui disparaissent. Et ils ont en général très bien appris que ça fait très très mal. Ça fait très très peur. Donc, ils n'arrivent pas en se disant je vais m'attacher au prochain adulte qui va passer. Parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui a un impact énergétique, émotionnel énorme. Et donc, il y a beaucoup d'enfants qui vont résister, qui ne vont pas s'attacher si facilement. Parce qu'ils ne peuvent pas faire confiance. Avec ce qu'ils ont déjà vécu, ils ne peuvent plus faire confiance d'emblée, pour la grande majorité. Et même si les enfants ont eu la chance d'avoir quand même soit des parents qui ont pu s'occuper d'eux de façon adaptée, soit pendant toute une période, mais il y a eu quelque chose qui a eu cette rupture. Ça peut être des éléments tout à fait indépendants de la volonté des parents, mais il y a eu une rupture. Ça va être compliqué. Ça va être un peu plus facile parce qu'il a déjà fait l'expérience qu'il peut faire confiance, mais il a aussi fait l'expérience que ça s'arrêtait. Donc, est-ce que cet enfant, il est autonome plus tôt? C'est quelque chose que, quand j'ai fait mes recherches, j'ai lu sur l'autonomie précoce et que les enfants qui savent, peut-être j'ai pas cette personne à laquelle je peux faire une confiance absolue, ils doivent être plus autonomes plus tôt. Est-ce que ça, c'est un signe peut-être? Alors, c'est quelque chose de très fréquent, qu'on rencontre très fréquemment pour différentes raisons. Soit parce qu'on leur a appris dans l'institution où ils étaient confiés, on leur a appris très tôt à tenir leur biberon, à faire leur lit, tout ce qu'on va demander à un enfant très tôt dans une institution, et dans plein de pays du monde, c'est comme ça en tout cas. Et puis, il y a aussi une autre raison, c'est je ne peux pas faire confiance aux adultes. Quand ils prennent des décisions, ça peut être dangereux pour moi. Donc, je vais prendre toutes les décisions qui vont me concerner. Et ça peut aller du choix de la couleur des chaussettes, à ce que je mange, à ce que je fais, à ce que les adultes qui s'occupent de moi font. Et ça, c'est ce qu'on appelle prendre le contrôle. Ce sont des enfants qui ont vraiment tendance à vouloir tout décider. Et c'est vraiment en lien avec les stratégies qu'ils ont dû mettre en place par rapport à ce qu'ils ont vécu. Le problème, c'est que quand ils arrivent dans leur famille adoptive, il faut leur apprendre à lâcher ces anciennes stratégies qui ont été bonnes à un moment, mais qui ne sont plus adaptées. Et il faut progressivement leur apprendre à lâcher ce contrôle et leur montrer qu'ils peuvent faire confiance à leurs parents. Et ça, c'est compliqué. C'est même contre-intuitif. Parce que les parents qui accueillent les enfants n'ont pas envie et ne sont même pas programmés pour ça. D'accueillir l'enfant et d'emblée mettre des limites en disant « tu peux faire ci, mais pas ça » ou « tu peux… » Voilà. Et c'est compliqué pour les parents. Récemment encore, Joanne Lemieux a donné une conférence à Bruxelles et elle a bien dit notre caregiving, notre truc de parents, là, il est programmé pour ne pas mettre des limites tout de suite à l'arrivée de l'enfant. Parce que normalement, biologiquement, un bébé, on n'a pas besoin de lui mettre de limites. Il ne se déplace pas, il n'a pas l'autonomie locomotrice qui le mettrait en danger et qui ferait qu'on aurait besoin. Un enfant qui arrive dans sa famille par adoption, dès qu'il marche, je dirais même dès qu'il rampe, eh bien, il va falloir le faire. Il va falloir le faire pour sa sécurité, pour sa santé, pour son développement. Et ça, c'est compliqué pour les parents. Surtout si l'enfant veut prendre quelque chose et les parents se disent est-ce que je vais dire oui, est-ce que je vais dire non? Je ne veux pas lui faire de peine, je veux pas. Il vient seulement d'arriver, c'est compliqué. Donc il y a toute cette ambiguïté et cette complexité de l'arrivée de l'enfant avec ce besoin de construire le lien d'attachement sécure qui fasse confiance et la nécessité de d'emblée mettre déjà quelques limites bienveillantes, mais certaines, chez l'enfant. Donc ça, c'est une chose à laquelle la psychomotricité peut contribuer à renforcer cet attachement. L'idée des séances que nous proposons ici, c'est vraiment de donner des outils pédagogiques, je dirais, aux parents, pour pouvoir justement à la fois être des parents sécurisants et à la fois des parents structurants bienveillants. Et par exemple, on utilise les parcours psychomoteurs, que je pense beaucoup de gens connaissent, en psychomotricité, où on va devoir passer dans un tunnel, passer au-dessus de quelque chose, et puis glisser, sauter, pour aider les parents à prendre la mesure de comment ils peuvent mettre des limites entre un début et une fin de jeu, mettre des informations de prévisibilité qui sont très importantes pour les enfants adoptés, parce que ce sont des enfants qui, pour une grande majorité, le monde a changé du jour au lendemain sans qu'on leur a dit.
Et donc, prévenir toujours ce qui va venir après. Ou dire, on le fait 3 fois, attention, c'est la 3e et dernière fois. Et puis aussi, on utilise beaucoup ce support pour apprendre aux parents à offrir à l'enfant des choix limités. C'est pas qu'est-ce que tu veux au moment du rangement, c'est pas qu'est-ce que tu veux ranger, c'est tu veux ranger les cerceaux ou bien les petites galettes sensorielles. Et donc, c'est l'idée de donner des outils aux parents ici pour qu'ils puissent se les approprier et les utiliser bien sûr au quotidien à la maison. Parce qu'on sait que ce sont des outils qui vont sécuriser la relation. C'est déjà important d'apprendre ça déjà avant. Oui. Et est-ce que vous avez vécu des parents qui ont dit, après qu'ils ont appris tout ça, ils ont pris une autre décision? Je dois dire, si on fait bien notre travail de préparation des parents, ça va, la grande majorité des situations, ça va aller dans ce sens-là, parce qu'ils auront déjà intégré beaucoup de notions, que c'est nécessaire de mettre des limites d'emblée, que c'est nécessaire de cadrer l'enfant, tout en lui donnant des possibilités de choix, tout en lui donnant des réponses adaptées à ses besoins. Et donc, la plupart du temps, les gens adhèrent à ce genre d'outils et à ce genre de séances que nous proposons systématiquement à toutes les familles qui viennent d'adopter. Alors, pas à l'arrivée de l'enfant, au bout du 4e mois, en tout cas quand il y a un bon trimestre qui est passé, pour une raison bien précise, c'est qu'on s'appuie sur des repères d'adopte-parentalité, et donc on s'appuie sur tout ce processus d'attachement de l'enfant qu'on appelle le KAAZ. Donc ça, c'est vraiment les étapes du processus qu'on essaye vraiment d'avoir en repère. C'est d'abord le choc de la rencontre, puis ensuite le temps de l'apprivoisement, ensuite vient le temps de l'adaptation à la vie de famille, et seulement après vient le temps de l'attachement à proprement parler. Et donc tout ce temps, bien sûr, de la rencontre, là, c'est déjà pas toujours à Luxembourg. Le temps de l'apprivoisement et l'adaptation, c'est vraiment le moment du cocon. On essaye de proposer aux familles, c'est qu'ils restent un peu entre eux, en famille, pour que l'enfant prenne bien ses repères avec ses parents et pas d'autres donneurs de soins et d'autres personnes qui viendraient s'occuper de lui à ce moment-là. Oui, donc il y a des divergences souvent. Est-ce qu'il y a des divergences entre les attentes des parents et aussi les besoins réels des enfants? Alors, oui, bien sûr qu'il y a des divergences. Bien sûr que la plupart des parents ont des attentes, je dirais, de maternage, de reconnaissance de l'enfant, de pouvoir le serrer dans les bras, de pouvoir plein de choses comme ça. Et peut-être l'enfant ne sera pas prêt au début. Peut-être que si. On peut pas, il n'y a pas de règle générale. Mais voilà, il va falloir quand même y aller progressivement et puis s'adapter un peu à ce qui est possible ou pas pour l'enfant. Et c'est quoi les stratégies ou les activités que vous recommandez pour aider les enfants d'un côté à s'intégrer dans leur nouvelle famille, mais aussi les parents à s'intégrer aussi un peu, si on peut dire, s'intégrer dans la nouvelle famille? Alors, les stratégies, il va falloir, il y a tout ce processus de KAAZ, il y a tout un processus qui va faire que l'idée, c'est qu'au départ, l'enfant, le concept, c'est que l'enfant, il rencontre des nouvelles personnes qu'il ne connaît pas. On est bien d'accord que quand les parents viennent rencontrer l'enfant, ce sont des étrangers. Peut-être il a eu une photo, mieux il les a vus en visio, mais bon, ce sont des étrangers. Et donc l'enfant, il va falloir que petit à petit, il se rende compte que c'est eux qui s'occupent de lui tout le temps. Ce sont les donneurs de soins principaux. Et puis après, il va quand même se rendre compte qu'il fait partie d'une famille parce qu'il y a papa, maman, mais il y a encore peut-être le grand frère ou la petite sœur. Non, pas de petite sœur. En général, s'il n'y a pas de petite sœur, sinon l'enfant ne viendrait pas là. Mais disons, il peut y avoir d'autres enfants. Et puis, il y a la famille élargie, les grands-parents. Et donc, il y a une espèce de progression comme ça, où l'enfant va entrer progressivement dans la famille. Puis après, il va se reconnaître que s'il a un père et une mère. Et puis, on espère qu'il va aller jusqu'au stade encore suivant, qu'il va reconnaître qu'il a un papa et une maman, et qu'il les reconnaisse comme son papa et sa maman. Et ça, c'est pas d'emblée. Il va falloir, ça va se construire avec l'attachement et avec l'attachement sécure.
Est-ce que vous ici, la maison de l'adoption, mais vous personnellement comme psychomotricienne, vous aidez les familles aussi à travers les différentes étapes de la vie, comme la crèche, la précoce plus tard, ou c'est juste vraiment le début, la première année? Alors, en fait, on est là du tout début du projet jusqu'à 99 ans et plus maintenant de la personne adoptée. Notre mission, elle est vraiment très, très, très large. Donc, on est là, bien sûr, dans la préparation, sensibilisation des familles, bien sûr. On est là derrière les parents, mais pas directement, mais au moment de la rencontre. Et là, les organismes sont très présents, puisque c'est quand même eux qui organisent tout ça, la rencontre dans le pays ou ici au Luxembourg. Et puis, bien sûr, la première année, on sait que c'est important d'y être beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'écueils, de défis la première année. Et qu'il ne faut pas louper cette construction de la première année. En tout cas, il faut essayer de rester dans la bonne direction. Mais bien sûr qu'il y a plein d'autres étapes. Alors après, ça va être l'étape de la mise en collectivité, la crèche ou l'école, qu'on accompagne aussi, pour lequel il y a aussi des repères à donner aux parents. Et puis, il y a des événements spéciaux, comme une hospitalisation. On va essayer d'accompagner les parents pour les aider à rendre les choses les plus prévisibles possibles pour l'enfant. Il y a, par exemple, le voyage pour aller chercher le petit frère ou la petite sœur dans le même pays d'où vient l'enfant. Parce qu'on a des familles qui ont adopté... ici au Luxembourg, il y a des adoptions qui se font en Afrique du Sud, qui ont adopté un premier enfant. Et 2, 3, 4 ans après, ils font une deuxième adoption et ils vont aller chercher le deuxième enfant. Et l'aîné va venir avec, parce que c'est un voyage qui est loin, qui dure longtemps, parce qu'il faut rester longtemps dans le pays jusqu'au moment où on a les papiers pour pouvoir rentrer à Luxembourg. Et donc, là, on a mis en place tout comment je dirais, pas un protocole, c'est un scénario de préparation du voyage pour aller chercher le petit frère ou la petite sœur. Et on le fait de façon... Donc, les parents expliquent, et les parents le font toujours d'expliquer, mais les parents ne pensent pas toujours que les mots pensent souvent que les mots vont suffire à l'enfant. Et nous, on essaie de leur amener d'autres façons d'expliquer, de montrer que l'enfant puisse comprendre vraiment ce qui va se passer. Et donc, on va jouer le voyage. Et donc, je vous donne un peu ça comme repère. C'est, moi, je demande aux parents de me donner la chronologie du voyage. J'ai besoin de savoir, vous allez partir de Luxembourg, vous allez comment à l'aéroport? On y va en taxi. Et ensuite, prendre un avion Paris jusqu'à Francfort ou jusqu'à Paris. Premier vol. Et puis, on est à l'aéroport, on change d'avion. Et tout ça, on va le jouer ici. C'est-à-dire, les parents avec l'enfant vont jouer ça sur le tapis. Moi, je vais être d'abord le chauffeur de taxi, ensuite le pilote d'avion, ensuite la personne qui l'est. Mais on va vivre les différentes étapes. Tout ça, pourquoi? Pour boucler la boucle. Parce que ça, c'est un concept que les enfants adoptés ont rarement. C'est le concept de l'aller-retour. Moi, c'est ce que j'appelle boucler la boucle. C'est-à-dire... Oui, en général, on leur explique qu'on va partir, mais on oublie de leur dire qu'on va revenir. Et eux, ce qui les intéresse au plus haut point, c'est de savoir qu'ils vont revenir. Et dans la situation d'aller chercher le petit frère ou la petite sœur, on est je dirais, avec un maximum de facteurs inquiétants pour l'enfant, parce qu'on va le faire retourner dans le pays d'où il vient, souvent dans les mêmes lieux, la même ville. On va prendre la même compagnie avec les mêmes odeurs, avec les mêmes... Et donc, les enfants ont toutes les raisons de penser qu'on va les ramener et qu'on va les changer et qu'on va les prendre un autre à leur place. Bien sûr, il y a plein d'enfants qui sont bien attachés, qui ne vont pas être paniqués par cette idée-là, mais que ça leur traverse l'esprit, ça, on en est convaincu. Et donc, ça peut être plus ou moins stressant suivant les enfants. Et donc, le fait de jouer ça, moi, je dis aux parents, on va faire la chronologie du moment où vous quittez votre maison jusqu'au moment où vous revenez dans votre maison, dans la chambre de l'enfant. Et donc, on joue tout ça, tout le processus. Et ça semble vraiment opérer chez les enfants. On a des enfants qui peuvent avoir des réactions pendant le voyage, qui montrent des choses. Donc, cette préparation psychocorporelle aide les enfants à se préparer à ce qu'ils vont vivre et aussi aide les parents à savoir comment répondre aux besoins de l'enfant à certains moments. Donc, c'est proactif comme préparation et comme accompagnement. Est-ce que vous êtes aussi là le moment où les enfants demandent qu'ils sont adoptés ou quand est-ce que c'est le meilleur moment pour leur expliquer que c'est pas leurs parents biologiques? Il n'y a pas de meilleur moment. Ça dépend
de tellement de facteurs. Ça dépend des enfants, ça dépend de leur questionnement, ça dépend d'où ils sont. Il y a des enfants qui vont pas le questionner parce qu'ils vont sentir qu'ils sont... ils sont pas à l'aise pour le faire. Il y a des enfants qui vont le questionner très tôt. Il y a des enfants qui vont attendre l'adolescence. C'est clair que l'enfant doit le savoir. Et de toute façon, il le sait, inconsciemment. Pour les bébés adoptés à quelques semaines, ils le savent, qu'ils sont dans leur corps, c'est inscrit, ils le savent. C'est clair qu'ils doivent le savoir et que l'information doit être là. Maintenant, à quel moment on doit en parler, ça c'est vraiment... Il n'y a pas de règle du tout. Ça va être quelque chose qu'il va falloir amener en fonction de l'enfant, de où il en est dans... Est-ce qu'il y a des choses où vous dites la société peut faire peut-être encore mieux pour accompagner les familles adoptives? Alors, je pense que c'est pas encore clair pour la société que quel que soit l'âge d'arrivée de l'enfant, il faut du temps pour le processus d'attachement. Et donc, ce pourquoi c'est encore un peu compliqué, je trouve, c'est quand les enfants arrivent grands, et on a maintenant de plus en plus de situations où les enfants sont adoptés, grands, c'est-à-dire, grand, ça peut être grand à partir de 2 ans, mais je veux dire, ça peut être 5, 6, 7, 8 ans, et j'accompagne des familles qui ont même des adoptions d'enfants encore plus grands. Et là, la société nous met un peu la pression aux familles pour tout de suite continuer ou reprendre la scolarisation. Et c'est compliqué de comprendre que tant que l'enfant n'est pas sécurisé, n'est pas sûr avec ses parents-là, il ne va pas être en capacité de faire des apprentissages parce que toute sa biologie, tout son système nerveux va lui dire est-ce qu'ils vont revenir, est-ce que je ne vais pas rester là, est-ce que ci, est-ce que ça. Et donc ça ne donne pas du tout de place aux apprentissages. Mais la société pense encore qu'il a en âge d'être au primaire, donc il doit être scolarisé. Donc là, je pense qu'il y a encore des choses des informations à plus diffuser pour qu'il y ait une meilleure compréhension de ce temps nécessaire à l'attachement avant de s'ouvrir au monde et avant de s'ouvrir aux apprentissages et tout ça. Sinon, je pense que promouvoir cet accompagnement proactif des premiers mois, de la première année globalement, ça, je pense que c'est vraiment... je pense que déjà, c'est en cours et ça, c'est super. Mais encore plus. Moi, maintenant, avec mon expérience, avec toutes les familles que j'ai accompagnées, suivies, je suis personnellement convaincue que c'est nécessaire de le faire. C'est pas encore clair chez tout le monde, dans toutes les mentalités et dans la société en général. Mais en tout cas, moi, je sais que c'est vraiment important parce que c'est un plus. Et le retour vraiment des familles qu'on a accompagnées, c'est que ça les a aidés. Et que ça les a aidés. Et que c'était des bons moments, que c'était des chouettes moments. Et ça aussi, c'est quand même... On en reparlera peut-être un peu après, mais ce côté plaisir partagé, c'est quand même quelque chose de super opérant et quelque chose qui va vraiment aider à la construction du lien. Ça, c'était ma dernière question. Une histoire, oui, inspirante, peut-être que vous avez vécue et qui montre aussi l'impact positif de votre travail sur la relation entre les enfants adoptés et leur famille. Alors, je crois pas que j'ai eu une histoire, mais j'ai tellement de beaux moments dans les séances que je vois, où je suis touchée personnellement. Quelquefois, j'ai les larmes aux yeux, tellement c'est beau ce que je vois, dans l'interaction qui se passe entre l'enfant et son parent. Et quand on le sent, ça, moi je dis yes, l'ocytocine coule, parce qu'on sait que cette hormone, elle contribue au lien d'attachement. Quand vous voyez ça dans la séance, vous savez que vous avez aidé cette famille, vous avez aidé cet enfant et que ça contribue vraiment. Et des moments magiques comme ça, j'en ai vraiment beaucoup. Et c'est une grande chance pour moi d'être témoin. Quelquefois, j'ai dit aux parents, est-ce que vous voulez que je vous prenne en photo? Parce que c'est pas l'idée de faire des photos, mais quelquefois, il y a des moments tellement beaux que je me dis, c'est chouette qu'ils en aient un souvenir en famille. Oui, peut-être encore une dernière question. Donc, quel est le conseil le plus important que vous donneriez aux parents adoptifs pour renforcer l'attachement avec leurs enfants? Et aussi spécialement durant les premiers moments qui sont critiques. Oui, je crois vraiment qu'il faut donner le conseil aux parents de ne pas rester seuls. Même c'est vrai que s'ils ont fait tout un parcours pour montrer qu'ils allaient être des bons parents, et on sait que les parents font vraiment pour le mieux avec ce qu'ils savent, avec ce qu'ils ont eu comme formation et tout ça. Mais vraiment, quand ça va pas, ne restez pas seul et tournez-vous vers des gens formés
en attachement et en adopte-parentalité. Parce que le risque, c'est que si on va vers des professionnels qui n'ont pas ces spécificités, on va dire, la compréhension, le décodage soit pas toujours, en tout cas dans les premiers temps, le bon, et qu'on propose des choses qui soient peut-être un peu pas adaptées pour un enfant qui entre dans sa famille par adoption et qui a son vécu préadoptif et qui a besoin de construire cette nouvelle relation. Donc ne restez pas seul. Vraiment, la maison de l'adoption est vraiment un centre ouvert à toutes les familles. Tout le monde peut venir demander des conseils, avoir des consultations. Les parents, les futurs parents, les adoptés, la famille élargie peut venir nous consulter. Et on essaye vraiment en équipe, psychologue, psychomotricien, de réfléchir à chaque demande pour essayer de donner un accueil, une réponse, en tout cas la plus adaptée possible. Mireille Dauny, je vous remercie beaucoup. Avec plaisir, merci. Merci. Merci, dat Dir bei dëser Episode vum 1000-Teech Podcast dabei wart, wo mir eng Rees du Stabestand Erfahrungen vum Mireille Dauny an der Adoption begleet hun. Min haut geléiert, wéi psychomotorisch Therapie kann hëllefen, die wichteg Bindungen tëcht adoptierte Kanner an hire neien Eltern opzebauen an ze stärken. Mireille huet erklärt, wéi kreativ an interaktiv Methoden wie Spieltherapie eng zentral Rolle spielen, fir dësen Bindungsprozess ze ënnerstëtzen. Eng vun de wichtigsten Erkenntnisse ass, dat adoptiert Kanner besonnech Bedürfnisse hunn, die op hir fréie Erfahrungen zurückzufeieren sinn. Des Kanner brauchen Zeit der Geduld fir Vertrauen opzebauen an sech sicher an ihrer neuer Umgegend ze fielen. Ältere mussssen des Besoin verstoen an upassen, an dem sie sichert an strukturiert Umfeld bieten. Wir hoffen, dat es episodisch en nützlichen Ableger an Komplexitäten vun der Adoption gin huet, an ihrt Wichtigkeit vun der psychomotorischer Unterstützung kon erklären. Merci fir d'Nolauuschtren an bis die nächste Keier.